La Mad Pride, vous connaissez? Plus d'un millier de personnes défilent pour la diversité en 2019 à Genève. Un rassemblement festif pour déstigmatiser les maladies psychiques, co-organisé par Trajet. Trajet est une entreprise sociale active depuis 1979 et qui œuvre dans l'intégration sociale et professionnelle de personnes vivant avec des troubles psychiques. En chiffres, Trajet, c'est 140 personnes, 16 millions de chiffres d'affaires, 10 entreprises sociales, 35 métiers différents répartis sur 20 sites, près de 500 utilisateurs. C'est une entreprise militante en faveur de la dignité humaine et qui n'a pas peur de bousculer les idées reçues, comme sa dernière campagne de pub Tous Barjo, qui surligne que nous avons tous un grain de folie en nous. Et à l'image de cette entreprise engagée dans le respect de la dignité humaine, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Plus, ex-CIO de Trajet. Comment vas-tu, Michel? En pleine forme, ça va très très bien, la vie est plutôt belle. Alors, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Faut-il être un peu barjot, et cela rime souvent avec visionnaire, pour se lancer dans la transformation de la gouvernance d'une telle entreprise? Probablement un peu barjot, j'espère qu'on a tous un imaginaire débordant et un peu de folie en nous, en ne sous-estimant pas la maladie psychique bien sûr. Par contre, il faut y croire, c'est-à-dire que c'est parti avec mon ancien président, c'est parti tout d'un coup d'un enthousiasme sur le film Demain Mhm. et l'envie d'oser le faire, l'envie d'oser et la confiance en nous et la confiance dans l'ensemble du personnel, voire des usagers, des utilisateurs. Donc, ouais, c'est plutôt un acte de foi, un acte d'enthousiasme. Et à quel moment de trajet, en fin de compte, quelle date a commencé cette transformation et combien de temps ça a duré? Alors, il y a plusieurs échéances. L'échéance sur la Mad Pride et sur le renouvellement de la gouvernance, c'est 2016. C'est en 2016, mon président Pierre-Yves Taponnier m'a proposé d'aller voir le film Demain. On est allé le voir, gros choc. Puis on Mm. s'est aperçu que ce qu'on pratiquait au fur et à mesure de notre travail au quotidien à Trajet était très proche finalement des fondamentaux du film Demain. Donc on a décidé de démarrer comme ça. On a loué le Scala, qui est un cinéma à Genève, on a loué le film et on a bloqué deux séances, donc une séance pour voir le film et une séance de brainstorming sur le devenir de la fondation, totalement participative dès l'origine. Voilà. D'accord. Ça a marché parce que la deuxième date, c'est 2006 quand je suis arrivé à Trajet. On a eu quelques années difficiles de stabilisation de la fondation, mais disons qu'à partir de 2009, on a commencé à construire d'autres types de relations au sein du travail. Euh, et là, en fait, quand on a démarré en 2016, le terreau était déjà fertile et prêt au changement. On Mm. n'aurait pas pu commencer ça en 2016 sur une structure très hiérarchique classique. Ça n'aurait pas marché. Il faut du Alors, temps. ok, quels ont été les facteurs, ou plutôt peut-être les douleurs, qui ont impulsé ce changement de gouvernance chez Ah ben, le Trajet? facteur, c'est l'enthousiasme. C'est le film Demain. C'est un personnel qui réclamait d'être plus actif, plus collaboratif dans le travail, Mm. d'avoir son mot à dire sur la stratégie aussi. Euh, c'est, c'est, euh, je suis désolé, mais il n'y a pas de facteur négatif. C'était entièrement de l'enthousiasme et de l'envie. L'envie de dire, mais en fait, on veut mettre en forme ce qu'on fait déjà et on veut le pousser au maximum de ce qui est capable, avec, osons le dire, une certaine idée de l'homme, de la dignité humaine pour les utilisateurs, les usagers, mais aussi pour les collaborateurs. On veut faire une entreprise qui ressemble au monde dont on rêve. Mm. Alors, qu'est-ce que ça a concrètement apporté de positif dans l'organisation d'arriver sur une organisation distribuée? Alors, c'est beaucoup de choses, hein. C'est difficile d'être concis. Euh, D'abord, on diminue la pression hiérarchique. C'est-à-dire dans le groupe de travail qui a mené toute cette mise en place, c'était une collaboratrice de terrain qui était présidente du groupe, qui l'animait, qui faisait les PV, etc. Moi, j'étais un membre avec voix comme tout le monde. Euh, on n'est pas naïf, j'ai une certaine expérience et j'étais bien et passablement écouté, mais on avait la même voix. Ensuite, donc il y avait en gros moitié collaborateur de terrain et moitié cadre, et une personne du conseil de fondation. Donc ça, premièrement, aboutit à diminuer
la pression hiérarchique, c'est-à-dire l'espèce de peur qui existe chez beaucoup de gens, des chefs, des patrons qui pourraient vous faire du mal, etc. Donc ça, ça a permis de commencer à sortir de ce fantasme-là et d'arriver vers une relation de travail qui soit plus basée sur la reconnaissance des compétences de chacun et de la place de chacun. Alors, il y a souvent un malentendu dans la vision du participatif. La vision du participatif, c'est pas la disparition du pouvoir ou de l'autorité. Le pouvoir va rester, simplement au lieu d'être centralisé sur la pointe de la pyramide, elle est diffusée. C'est-à-dire que le pouvoir va être attribué en fonction des compétences et plus en fonction de la casquette. C'est-à-dire que le patron des restaurants de trajet, c'est Marc Boucheneau, c'est pas moi. C'était pas moi puisque je suis à la retraite. Donc, on a réattribué le pouvoir où il devait être en fonction des compétences et des responsabilités et des redevabilités que les professionnels devaient avoir. Donc ça, c'est un travail qui était très construit, très méthodologisé pour arriver à ce que ça perdure au-delà des gens. C'est-à-dire qu'on voulait un système institué pour qu'il continue, quel que soit le départ d'une personne d'un poste ou l'autre. Donc, convivialité, meilleure efficacité. On a changé, c'est un peu compliqué de l'expliquer là, on a changé la procédure budgétaire, c'est plus les finances qui gèrent le budget, qui construisent le budget, c'est chaque entité construit son budget qui soit ensuite aggloméré. Ça a changé, c'est-à-dire après 3 années de déficit, on a eu des années difficiles avec des baisses de subventions et des pertes de mandats. Et puis tout d'un coup, on s'est retrouvé avec 3 années, depuis qu'on fait ça, 3 années d'excédent de recettes, dont le dernier est relativement important, plus de 400 000 francs pour 2019. Voilà, donc la réappropriation du terrain et du pouvoir sur le terrain crée cet investissement qui est beaucoup plus fort et cette responsabilité plus forte. Et puis, on est passé d'une idée hiérarchique à une idée d'autorité. Et l'autorité, le premier facteur déterminant de l'autorité, c'est la compétence, c'est la capacité de chacun. Et que la personne doit être validée et valorisée là-dessus. Donc, la course pour écarter les petits chefs, les gens qui ont un ego démesuré, etc. Voilà, j'ai coutume de dire quand je fais des présentations, je fais du management participatif. Alors, je vous fais un aveu, il ne faut pas se leurrer, j'adore le pouvoir. Je ne serais pas devenu directeur général de trajet si j'adorais pas le pouvoir. La question c'est, on parle de quel pouvoir? Le pouvoir sur les gens, je le trouve plutôt gluant, plutôt malsain. Le pouvoir créatif, le pouvoir d'action, le pouvoir d'innover, ça, c'est un pouvoir qui me plaît. Donc, il y a plusieurs pouvoirs, il y a plusieurs autorités. On a fait le tri de tout ça pour arriver à créer un pouvoir qui, j'espère, est sain, mais en tout cas qui est distribué, pas diffusé, distribué au sein de la fondation, et d'autre part, une autorité qui est bienveillante. C'est, dans nos cahiers des charges, incarner une autorité bienveillante entre chacun. Voilà, c'est des premiers 3-4 facteurs essentiels qui changent la dynamique relationnelle du tout au tout dans la fondation. C'est-à-dire on arrive à quelque chose de beaucoup plus confiant, les gens sont beaucoup plus autonomes, bougent à leur manière, créent, etc. etc. Oui, il y a comme beaucoup une plus forme de création aussi. Il y a comme une forme de fluidité qui se met en place Oui, alors. Ouais, une agilité qui est mise en place. Quand je suis arrivé, l'innovation était à 90% de la direction du haut en bas. Maintenant, on est à 60-70% qui vient du terrain, bottom-up, et 30% de la direction. Ça veut dire que les gens ont complètement investi leur champ, les restos, la blanchisserie, etc., pour créer et innover dans leur secteur, et ils sont poussés à l'innovation. Voilà. Ça suppose un tas de règles, le droit à l'erreur, le droit à ne pas savoir, à échanger, à se dire les choses, etc., etc. Ça, c'est fondamental. C'est très inspirant tout ça. Hein. Ça n'a pas dû être un chemin facile quand même de réaliser tout ça. Quel frein vous avez rencontré? Quels sont les freins principaux que vous avez rencontrés? Je pense qu'on est parti à un moment où c'était mûr. Donc, les freins, ils étaient déjà derrière nous. C'est-à-dire en 2016, les gens étaient prêts à partir, prêts à démarrer. Alors, les freins, ils sont classiques.
il y a une partie, mais relativement faible, de l'entreprise qui, qui n'y croyait pas, qui voyait pas l'utilité du changement. Tu sais, ces fameux ouais, mais on a toujours fait comme ça et ça a toujours bien Mhm. marché. Voilà, cette Mhm. magnifique phrase pleine d'innovation. Et puis les gens qui ont peur du changement. Voilà. Après, c'était minoritaire. Donc, ce qui fait que le mouvement, c'est très bien. On a beaucoup communiqué, beaucoup fait d'événements festifs pour fêter ça. C'est parti du terrain quand même. Donc, il y avait une vraie légitimité de tout le monde. Ce qui fait qu'on n'a pas eu de frein majeur, à part ces résistances au changement, mais qu'on connaît dans toutes les structures qui évoluent. Il y a toujours des gens qui ont peur, etc. Il y a deux inconvénients à cette démarche, identifiés à ce jour. Le premier, c'est l'exigence en autonomie monte très fortement. C'est-à-dire que la personne qui a besoin de sa feuille de route tous les matins et puis d'être débriefée tous les soirs, ça ne marche pas. Mhm. Donc, il y a des gens qui sont partis parce qu'ils étaient inquiets. Une collaboratrice, une femme d'une jolie pointure de travailleuse sociale pour accompagner l'insertion sur le terrain, qui était vraiment quelqu'un de compétente, est partie parce qu'elle était trop désécurisée. Donc elle est venue, elle a fait 2 mois chez nous, elle est partie. Donc ça, c'est des impacts négatifs. On a eu quelques collaborateurs, collaboratrices inquiétés par l'autonomie, on les a accompagnés, elles ont pu rester, ça va. Mhm. Mais ça hausse le niveau de manière très claire. Donc, quid si toutes les entreprises font comme ça, quid des personnes qui n'ont pas cette autonomie-là, qui ont besoin d'être beaucoup plus rassurées. Voilà, ça c'est un premier inconvénient. Le deuxième, c'est le burn-out. C'est-à-dire que on entend parler ces temps de télétravail. Nous, on pratique ça depuis 10 ans. Il y a une autorisation au télétravail. Les gens sont pas obligés de repasser par le bureau quand ils vont d'un site à l'autre, etc. Il y a une liberté qui s'est construite il y a longtemps. Flexibilité horaire pour les métiers qui le permettent depuis aussi 10 ans. Donc ça, c'est des éléments qui vont dans le sens de la hausse d'autonomie, mais aussi qui font que quand on télétravaille, la différence, la séparation de vie privée et vie professionnelle est compliquée. Mhm. Il faut une grande rigueur, il faut se cadrer soi-même, encore une demande d'autonomie ou un besoin d'autonomie. Mais donc on a eu des burn-out. Alors pas le burn-out parce que les gens sont mal, il y a du mobbing ou quoi, mais le burn-out inverse qui est plus difficile à détecter, qu'on voit pas venir souvent, c'est des gens qui se retrouvent à en faire de plus en plus, et puis ils sont passionnés, puis ils se sont appropriés leur terrain, puisqu'on leur laisse beaucoup d'autonomie et de liberté dans leur travail. Donc, à 9 heures du soir, ils se disent, ouais, j'ai une super idée, ils rallument l'ordi, ils notent leur idée, puis en Ah fait, oui. là, ils n'arrivent plus à gérer la différence entre vie privée et vie professionnelle. Ça, c'est le deuxième gros impact qu'on a eu négatif. On a mis en place des choses pour l'accompagner, mais ça reste très lié à la nature de la personne. Et c'est des burn-out qu'on ne voit pas venir parce que la personne, elle est euphorique, elle est heureuse, elle est contente, elle a une idée, une autre idée, elle avance comme ça, et puis tout d'un coup, elle s'épuise. Et voilà. Ça, Mhm. c'est les deux impacts principaux. Un des éléments aussi qui permet de réduire les freins au changement. C'est une question que je n'ai pas du tout vu venir, qui est venue naturellement, mais qui est d'une efficacité redoutable. C'est, quand il y a une critique, c'est qu'est-ce que tu proposes? La question, elle a un impact fort, parce que s'il y a des défenses qui sont des défenses négatives, non constructives, la personne n'a rien à dire. Donc elle va se retrouver à dire, ben non, moi j'ai rien à proposer, etc. Si la critique est constructive, on va pouvoir travailler dessus. Quelqu'un qui va me dire, oui, ben voilà, je ne sais pas quoi te proposer, mais j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble et on va en faire quelque chose ensemble. Donc, les gens, à force, ont commencé à être un peu agacés par ma question, je vais le dire franchement, parce que tout d'un coup, si c'était de la pure résistance et de la pure obstruction, ça marchait pas. Ça marchait pas. Quand je suis avec quelqu'un et qu'il m'amène un problème de son dicaster, sa sphère de compétences, j'attends de lui qu'il arrive avec des solutions. En tout cas, des scénarios, des hypothèses. S'il arrive juste en me donnant son problème, je lui réponds, mais c'est un problème qui te concerne, donc fais-moi des propositions. Donc ça entre dans une dynamique de co-construction qui est Mhm. extrêmement favorisante. Ça agace beaucoup les gens qui sont en résistance. Je suis désolé pour. Ouais, effectivement. Et en plus, ça, oui, ça responsabilise et ça oriente l'esprit sur la solution plutôt que de focaliser sur le problème, en fait. Ça oriente solution, ça valorise la personne dans sa sphère de compétences,
C'est des termes qui viennent de l'holacratie, ça. Hein. Donc, oui, tu as un problème, on peut en discuter, on peut co-construire ensemble, mais ça reste de ta compétence. Donc, j'ai besoin que tu m'alimentes de quelque chose comme ça. Donc ça, c'est très valorisant pour tout le monde, c'est très constructif. Et puis, on a mis en place depuis un certain nombre d'années des règles de communication dans les groupes qui est, entre autres, en amont, d'avoir des critiques constructives. Quelqu'un qui n'est pas d'accord, puis que ça lui plaît pas, et puis voilà. Ben ça suffit pas, c'est pas suffisant. Je ne sais pas si tu as remarqué, si vous avez remarqué le nombre d'épidémiologistes qu'il y a en Europe actuellement. C'est juste hallucinant. Tout le monde donne son opinion. Allez, c'est assez peu intéressant, c'est contradictoire, et à un moment donné, il faut en faire quelque chose de constructif. Et ça, c'est plus intéressant. Mais il n'y a pas eu de gros frein dans la mise en place. On a mis 3 ans pour faire ça, 2 ans et demi, 3 ans, c'est court. Et ça s'est fait dans une relative facilité. Alors, justement, moi, tu sais que je suis féru de psychologie comportementale et relationnelle. Hein, et je voudrais savoir, est-ce que vous avez rencontré des difficultés, justement, dans les relations interpersonnelles, en termes de communication? Et si oui, qu'est-ce que vous avez mis en place pour gérer ces aspects-là? Quel type de conflit interpersonnel tu parles? Tu parles de quel? C'est des conflits d'ego, des conflits où il y a justement cette domination sur l'autre, le rapport à autrui. Alors, le travail avait été fait en amont, c'est-à-dire que si tu veux, par exemple, le conseil de direction que moi je présidais, 98% des décisions du conseil de fondation depuis plus de 10 ans sont prises de manière collégiale. C'est-à-dire, je n'impose, je n'arbitre quasiment jamais, vraiment quand il n'y a pas d'autre solution, qu'il y a une urgence ou quoi, mais le reste, on travaille sur des logiques de décision par consentement dans des groupes comme ça. Donc, très vite, on est sur une complémentarité, une écoute, enfin, on a tout un protocole de respect de l'autre dans la communication qui a été mis en place. Donc ça, c'est essentiel. C'était déjà là, mais c'est un travail qu'on a fait en amont qui est important. Et puis la communication, de manière générale, est essentielle. Peut-être pour moi, c'est la plus grosse découverte. Je n'avais pas imaginé à quel point la communication était importante. Donc, une feuille de route qui est suivie, qui est communiquée. On a une revue interne qui s'appelle la Gazette avec un point sur l'évolution du management, de la gouvernance, régulièrement tous les 2 mois, des groupes de travail, des séances d'info au personnel où on discutait de tout ça, l'ouverture réaffirmée chaque fois au groupe de travail pour qui voulait en être. Donc voilà, ça coupe beaucoup de critiques parce que si les gens ne sont pas d'accord ou ne veulent pas ou il y a quelque chose qui ne leur plaît pas, ben ils viennent au groupe de travail et puis on intègre ces difficultés-là. C'est en général pas ce qui se passe, c'est des gens qui ne viennent pas au groupe de travail. Mais ça fait taire la critique ou ça la relativise et ça lui laisse une place pour s'exprimer. Donc ça, c'est essentiel. Voilà, il faut considérer que les gens qui sont opposés ne sont pas que des gens en réaction ou conservateurs, ça peut être des gens qui aussi ont vu un biais de certaines décisions, il faut les entendre. Donc ça a été respecté. Et je crois me souvenir, parce qu'on a travaillé ensemble, hein, je crois me souvenir qu'au comité de direction, vous avez mis en place des rôles. Il y avait le rôle de l'emmerdeur, le rôle tu vois, différents rôles comme ça qui ont permis justement de faciliter la communication et d'aller chercher plus de créativité, plus de fluidité dans la relation. C'est ça, oui? Oui, c'est venu du fait que, donc moi je suis directeur général avec 5 directeurs à mon côté, donc 2 directeurs de services support, les finances et les RH, et 3 directeurs de prestations. Directeur, directrice, on est à part égale. Et puis, quand je suis parti, on a pris la décision, on a fait un gros travail avec le conseil de fondation, ça a été important, hein, un gros travail sur le modèle en se disant, on est en plein changement de management, de gouvernance, est-ce qu'on va juste reproduire un poste de DG comme ça? Et on est arrivé à l'idée qu'il fallait modifier complètement le système. Donc, mon poste a disparu. Il n'y a plus actuellement de directeur général unique à Trajet. Il y a un collège de direction générale fait de 5 personnes. Ces 5 directeurs-là. Donc, ces 5 directeurs,
le risque, on a fait toute une analyse de risque sur une dynamique de groupe à 5, c'est pas évident de diriger, Ouais. sur les biais de conformisme, c'est-à-dire on n'ose pas critiquer de peur de rompre la collégialité, les rapports de force et de pouvoir. Là, on a des stratégies lors des engagements, dans les procédures de recrutement pour repérer les gens qui ont des égos un peu surdimensionnés. Je pourrais en dire 2 mots, mais ça, c'est des choses qui marchent très bien. Voilà, donc ça fait un ensemble de choses qui nécessitent aussi qu'on change nos postures et nos rôles, parce que sinon on va s'enfermer. Alors moi, j'étais un peu l'emmerdeur, c'est-à-dire j'allais débusquer les failles ou les biais dans des décisions. Il faut que ça continue à exister. C'est juste, il y a des gens qui ont un nez pour repérer à un moment donné un certain nombre de difficultés. Il y a le médiateur qui veut toujours tout aplanir, que tout aille bien, voilà. Donc, ces rôles-là, il y a le visionnaire, de mémoire, il y a le visionnaire, c'est-à-dire celui qui, dans la discussion qu'on a, anticipe, voit plus loin les opportunités ou les risques. Il y a l'emmerdeur, comme tu dis, donc celui qui vient un petit peu gratouiller sur les risques qu'on peut prendre. Il y a le coach, celui qui organise la séance, et puis le 4e m'échappe. Voilà. Donc, pour éviter que ça se minéralise, puis qu'il y ait toujours le même, qu'il fasse toujours les mêmes interventions et que ça se fige, on a fait des petits panneaux avec un rôle qu'ils utilisent, moi j'y suis plus, pendant 1 mois, 2 mois. Ils ont ce rôle-là et ils doivent tourner alors. Voilà, ça doit tourner de manière à ce qu'ils ne se minéralisent pas, ce qu'ils ne se sclérosent pas sur des rôles, qu'il reste une équipe dynamique. Et puis, c'est un peu facile que ce soit toujours le même qui fasse l'emmerdeur, puis que les autres soient plutôt tranquilles. Il faut apprendre, quand on est dans un poste de direction, à être critique constructive et positive, mais être critique. C'était d'être avec des gens qui devaient à un moment donné changer leur manière d'être responsable, directeur ou gérant. C'est-à-dire qu'ils ne devaient plus intervenir en direct. Ils devaient superviser, fixer des objectifs, accompagner, soutenir et contrôler. Mais ils devaient s'abstenir d'intervenir en direct pour laisser les gens agir dans leur sphère de compétences. Ça a été difficile pour beaucoup qui ne voyaient plus très bien, qui arrivaient mal à identifier leur rôle. Donc ça a été un frein. Il a fallu accompagner les cadres pour qu'ils comprennent que leur rôle avait fondamentalement évolué. Tu viens plus on t'appelle parce qu'il y a eu un problème là, tu prends une décision par téléphone ou tu descends, tu règles le problème. Tu supervises la personne pour qu'elle règle elle-même le problème. Et ça, dans la mesure où c'est dans sa sphère de compétences, ça, c'est quelque chose qui était un peu difficile pour certains cadres à comprendre. Tout cela, ça demande beaucoup d'humilité, de savoir être agile avec ces différents rôles. Pour toi, est-ce que ça a changé quelque chose sur le plan individuel? Est-ce que ça a contribué à te faire évoluer personnellement? Oui, bien sûr, bien sûr. Sur plein de plans. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui a besoin de beaucoup de contrôle. J'ai une facilité à déléguer. J'ai coutume de dire à mes collègues que je suis beaucoup trop flemmard pour être indispensable, parce que quand on veut être indispensable et qu'on nous demande sans arrêt notre avis, il faut être disponible tout le temps. Moi, je n'ai pas ce talent-là. Moi, j'ai besoin d'espace à moi aussi et j'ai une vie multiple. Je n'ai pas que le travail dans ma vie, donc je n'attends pas tout d'être nourri entièrement par mon travail. Donc ça, c'est une première chose. Ça rejoint l'ego. J'ai un ego, sinon je ne ferais pas ce que j'ai fait. Mais j'ai un ego qui est jamais totalitaire et qui est jamais entre l'intérêt collectif et l'ego. J'ai toujours primé l'intérêt collectif. Voilà, ça c'est. Ouais. C'est un curseur qui est intéressant. C'est pas de dire l'ego c'est mal ou l'autorité c'est mal ou le pouvoir c'est mal. C'est de l'interpréter, de le vivre différemment. Sinon, ouais, le grand changement, c'est le lâcher prise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire confiance aux gens. Quand on a délégué les budgets sur le terrain, on a fait une séance à 24 avec tous les cadres et tous les directeurs. Et l'arbitrage que moi je faisais in fine, le CODIR et moi on faisait sur il manque 300 000, où est-ce qu'on va aller chercher, qui va diminuer ses frais, qui va augmenter ses recettes, on l'a fait à 24. Donc je peux te dire que la première fois qu'on l'a fait, on était à peu près persuadés qu'on n'y arriverait pas. On y arrivait. Donc les gens ont pris très au sérieux leur dynamique, leur responsabilité. On a fait 2 jours pour présentation du bilan. Et au bout de 2 jours, on est sorti avec le bilan qu'on a présenté au conseil de fondation et qui était accepté.
Ça, c'est des axes fondateurs. Ça veut dire qu'il y a une grande fierté des collaborateurs, des cadres d'avoir réussi, une grande surprise et fierté du conseil de fondation. Et puis, pour les directeurs, pour moi, c'était un gros lâcher-prise. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut faire confiance, il faut y aller comme ça. Certains de l'ancienne génération disaient oui, mais si on leur laisse les budgets, ils vont les dépasser. C'est pas vrai, c'est le contraire. Les gens sont tellement contents et fiers de gérer leur propre budget qu'ils se mettent un point d'honneur à le tenir. Voilà. Donc, tu vois bien dans ce processus-là que la nature des rapports entre les gens change. Je suis plus le directeur, si je l'ai jamais été, hein, mais qui arrive, qui tranche, qui dit ceci ou cela. Je suis quelqu'un qui gère une sphère de compétences spécifique, les relations avec le pouvoir et les autorités, pouvoir politique, les autorités, la recherche de fonds, la cohérence du système, etc. Mais je ne suis plus celui qui va intervenir au quotidien partout. Voilà. Si je vais à la pleine lune, un de nos restaurants, je n'interviens jamais sur ce qui se passe en salle quand je mange à la pleine lune. Si je vois un collaborateur qui parle mal à un usager, je dis rien. Je n'interviens pas en direct. Je vais appeler après le gérant lui disant, bah, écoute, là, moi, j'ai vu un truc qui m'a semblé bizarre, est-ce que tu peux regarder? Mais moi, je n'interviens pas, sauf si je mange mal, si c'est trop cuit. Mais à ce moment-là, c'est à titre de client. Donc, tu vois, ce type de respect, Ouais. les gens, dans leur sphère, tu les laisses faire. Si tu as quelque chose à dire, tu le dis en dehors, à un moment donné adéquat. Donc, Ouais, voilà, c'est tout ce type de rapport qui a beaucoup évolué. Donc, moi, j'ai lâché prise. Je dors très bien. Ouais, Tu sais, une phrase, je ne sais pas si c'est Montaigne, en tout cas, c'est à l'époque de la Renaissance. Je ne sais plus qui disait, fais ce que doit et advienne que pourra. Et ça, c'est une phrase qui me permet de bien dormir. C'est-à-dire, est-ce que j'ai fait ce qui est dans ma responsabilité, dans mon pouvoir? Si je l'ai fait, après, la vie est complexe, on ne maîtrise pas tout, il faut admettre que les choses se passent. Et voilà, ça, c'est une grosse aide pour moi. Et puis voilà, donc c'est une profonde leçon de lâcher prise, là. Hein. Ouais, oui, il est réel, il est profond, il est bénéfique. Et puis, je dirais la deuxième chose, je fais aussi des choses à titre personnel, j'écris, etc. C'est avec la Mad Pride, avec ce qui s'est passé, c'est une libération de la créativité à un point que j'avais pas du tout estimé, enfin que j'avais sous-estimé. C'est-à-dire, tout d'un coup, quand les gens n'ont plus peur, ils osent faire des propositions, sachant qu'ils vont pas se faire taper sur les doigts. Donc, tout le monde devient créatif. Et la Mad Pride et la campagne d'affichage avant Tous Barjo, c'est issu du terrain. On a un groupe de travail, mais c'est le terrain, c'est les idées de terrain, notamment du groupe, la professionnelle Sandra Utzistein et ses utilisateurs qui bossent avec elle, qui ont créé l'essentiel de ce qu'on a fait. Donc, la créativité, elle a débordé partout, y compris chez moi. Enfin, l'envie, la Mad Pride, la première fois où on a l'idée, c'était très, très séduisant. J'aime bien le côté un peu provocateur, mais tu flippes un peu, tu te dis, est-ce qu'on va se faire allumer par les journaux, par les politiques, par les collègues, en disant qu'est-ce qu'ils font, voilà. Donc, il y avait une petite prise de risque et aussi une excitation liée à ça, à dire, eh ben, on va oser, on va le faire. Sur le personnel, ça a eu un impact sur moi, d'être capable d'aller au bout de ça. Ça a eu un impact sur le personnel qui était fier de ce qu'on a fait. Il y avait une vraie fierté qui a été profonde chez les membres du personnel, de travailler dans une institution qui ose faire des choses comme ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour terminer cet entretien, Michel? Je dirais que la clé de tout ça, ça rejoint ta première question. Moi, il y a une clé fondamentale dans la vie, pas qu'au travail, c'est l'enthousiasme. Je ne sais plus quelle phrase disait, un business plan sans enthousiasme ne marche pas. C'est-à-dire, tu peux avoir le meilleur des business plans, s'il n'y a pas d'enthousiasme qui est porté par les gens qui vont le faire, il ne va pas fonctionner. Tu peux avoir un business plan moyen, un peu faiblard. Si c'est porté par un vrai enthousiasme, on arrive à quelque chose. Donc, pour moi, la clé, c'est ça. C'est faire les choses pas parce qu'on doit ou parce qu'il faut, mais parce qu'on a envie de les faire et parce qu'on croit qu'on va réussir. On risque de se planter, mais c'est pas grave. On aime bien les belles citations. Alors, ce sera pas Nietzsche ou Spinoza aujourd'hui, ce sera Véronique Sanson, mais c'est pas mal aussi. Elle a une magnifique phrase dans une de ses chansons. Celui qui n'essaye pas ne se trompe qu'une seule fois.
Merci sur cette magnifique citation de Véronique Merci à Sanson. toi. Merci Michel d'avoir pris du temps à nous accorder pour partager eh bien, ce parcours avec authenticité et sincérité. Merci beaucoup et je te souhaite une belle continuation. Nous, pour le reste, eh bien, on se retrouve sur Paradigme 21 Academy pour la suite des vidéos et puis la suite des parcours qu'on vous propose en organisation distribuée. Merci, ciao. Au revoir à tout le monde. Merci de l'écoute. Et merci à toi, Yuri. Au À revoir bientôt. Michel.